Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais aborder l'épineuse affaire de la pensée positive. OK, attendons. Pourquoi est-ce que j'aborde une affaire de pensée positive? J'ai suivi il n'y a pas longtemps une personne, un occidental, qui intervenait face à un groupe de personnes et qui parlait de cette affaire de pensée positive et qui disait, racontait à sa séance, et les gens riaient, qui racontait que, bon, des fois, je, je paraphrase ce qu'il dit, des fois, lorsque vous avez des problèmes avec votre patron, telle personne, etc., on vous dit, oui, il faut avoir la pensée positive, il faut positiver, mais que vraiment, ça n'aide pas vraiment et que beaucoup de personnes ont essayé ce genre de méthode et que ça ne marche pas. Ce n'est pas ce qu'il a dit qui est important pour moi. C'est que le jour où vous constaterez que les 8 divinités de l'Égypte antique, de l'Ogdoad, les 8 divinités qui sont dans l'arche de Noé, à savoir Noé et sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes respectives, donc 8. Le jour où vous connaîtrez ces 8 divinités, vous saurez que toute la création et l'apparition du Dieu Ré n'a été possible que grâce à ces 8 principes, qui sont des principes profonds de la conscience. Et lorsque vous les maîtrisez, alors je vous assure, vous avez le savoir hermétique. Que l'Égypte antique vous parle de Kek et de Keku, ou de Amon Amonet, ou de Heret, ou quels que soient les noms qui sont donnés à ces 8 divinités, ou que dans la Bible des chrétiens, on les appelle Noé, qui est le Nun avec ses enfants, puisque dans l'Ogdoad, on a aussi Nun et Nunet, qui sont les 8 divinités principales, c'est-à-dire chaque divinité transportant donc sa contrepartie sexuelle opposée. Chaque divinité, séparément, est un principe inhérent à la conscience. Et lorsque vous réalisez ce principe-là, vous atteignez une dimension conscientielle jamais égalée de par le passé. Prenons par exemple le principe de Nun et de Nunet. On vous parlera de l'océan primordial. Or, l'océan primordial, c'est Ewo, Odou, Vodou, si vous voulez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre la dénomination Vodou et Odou et la dénomination Orisha, par exemple? Il n'y a aucune différence. Mais pour comprendre cela, il faut comprendre le langage métaphysique ou le langage symbolique. Est-ce que vous avez compris ce que signifie l'océan primordial? Quel est le principe premier de l'océan primordial? Puisqu'il est cité comme étant l'un des principes des 8 divinités primordiales, à savoir Nun et Nunet, est-ce que vous savez quel est le principe premier de l'océan primordial du Nun et de sa contrepartie Nunet? Une fois que vous aurez saisi cela et que vous aurez travaillé là-dessus, vous constaterez une transformation conscientielle. Est-ce que vous savez la différence qu'il y a ou la compréhension principale de Kek et de Keku, ou de Keket, quelles que soient les dénominations, qui représentent les ténèbres profondes? Vous voyez, c'est là où se trouve le problème. Ou bien, est-ce que vous connaissez les 2 divinités, He et Heret, qui représentent ce qu'on appelle les divinités de l'éternité, enfin, de l'infini, si vous voulez.
les divinités de l'infini. L'infini, l'infini. Hehet, les deux divinités de l'infini. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tant que vous ne sortirez pas de la dimension anthropomorphique des divinités pour en saisir la dimension principielle et donc la préexistence principielle de leur existence au sein de la conscience et de la capacité que trilogiquement la conscience a d'effectuer un éveil via ces principes, alors vous ne ferez que parler de l'Égypte antique, parler des dieux, parler de nos ancêtres étaient puissants et tout, mais vous n'aurez aucune once de connaissance, même si je me répète sur cette expression, qui puisse vraiment vous aider. Alors, quelle est la relation avec l'histoire de la pensée positive? Il y a tellement de personnes, excusez le mot, les gens disent des fois que je dis des choses, des gros mots, excusez-moi, mais des fois c'est nécessaire. Parce que vraiment, de chez vraiment, il y a des gens qui disent des âneries. Lorsque vous rencontrez des personnes qui vous disent, oui, cette histoire d'être positif, la pensée positive, cette histoire d'être optimiste, cette histoire de machin et tout, moi j'ai essayé, j'ai répété, j'ai fait des affirmations et tout, c'est zéro, ça ne marche pas. Est-ce que vous savez ce que vous devez répondre à une telle personne? Je m'amuse, hein? Vous savez, ici on s'amuse également. Alors, vous dites à cette personne, mon ami, eh bien, tu es un con. Tu es un con, doublé d'imbécilité, même si mes expressions vous dérangent, prenez cela affectueusement, hein, parce que moi-même, il m'arrive d'être con, hein, il m'arrive d'être complètement idiot, d'être imbécile. Quand je le dis à mes enfants me disent, mais papa, tu es en train de t'insulter toi-même. Je dis non, je ne m'insulte pas, puisque en prenant conscience que je suis un idiot, eh bien, je suis intelligent. Donc, tout le monde, ça n'existe pas. Tout le monde a toujours de l'idiotie en lui. Nous sommes tous quelque part idiots. Nous sommes tous quelque part imbéciles. Il n'y a aucune différence. Il m'arrive d'être imbécile et je le reconnais. Moi-même, des fois, je fais certains jeux, mais écoute, pourquoi tu fais ça? Tu es un idiot ou quoi? Mais je me le dis à moi-même. Donc, arrêtez de fantasmer ou de vous masturber l'esprit sur des expressions que j'utilise sans toutefois transcender ces expressions. Mais à qui mieux me, vous connaissez ce qui vous énerve quand je dis on s'en fout. Ben, on continue. Ce qui nous intéresse, c'est aller là où nous voulons y aller. Et vos sentiments, machin, votre ego et tout, il faut balancer ça quelque part et avançons. Voilà ce que je vais vous dire. Si quelqu'un vient vous dire que, oui, l'histoire de pensée positive, machin et tout, et compagnie, que ça ne marche pas, dites à la personne, tu es un con ou tu es une idiote. Maintenant, laissez-moi vous expliquer, comme j'ai l'habitude et l'art de l'expliquer, comment les choses fonctionnent. J'ai fait une visioconférence la dernière fois en consultation avec une dame qui me disait, Monsieur Godson, j'adore la façon dont vous expliquez les choses tellement détaillées. Et j'ai dit à cette femme, Madame, c'est parce que j'ai été enseignant, mais je n'ai pas été n'importe quel enseignant. J'ai été enseignant de la maternelle, j'ai été enseignant de CP, de CI, de CE1, de CE2, de CM1 et de CM2. C'est-à-dire que j'ai appris aux enfants à la base à répéter A, B ou A, B, so. J'ai appris tout ça aux enfants. J'ai appris aux enfants à prononcer les syllabes. Ba, A, ba. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai appris ça aux enfants. J'ai enseigné aux enfants comment partir du factuel et énoncer les choses. Donc, du coup, ayant travaillé avec les enfants, lorsque je veux échanger avec les gens, je veux vraiment m'assurer que j'explique comme j'aurais expliqué à un enfant de 6 ans pour qu'il comprenne. Et c'est pourquoi mes enfants me comprennent si bien. Et d'ailleurs, déjà quand ils avaient 7 ans, 9 ans, ils me comprenaient bien parce que je disais les choses avec précision. Un métaphysicien est un homme de précision. Il n'est pas parfait, mais je vous assure, il est un homme de précision. C'est important. Donc, sachez que
C'est tout au long ce qui va se passer lorsque nous allons travailler ensemble. Excusez-moi, voilà. Alors, je vais vous clarifier les choses avec précision pour que les gens ne disent pas oui, il dit n'importe quoi, il a dit que oui, les gens disent des conneries, mais lui-même là, il n'a rien dit de sérieux et tout ça, etc. OK. Allons point par point. Partons d'un exemple. Vous avez une voiture et naturellement, vous voulez que la voiture marche. On est d'accord. Maintenant, vous allez enlever les 4 pneus et vous vérifiez les 4 pneus et vous tirez la conclusion après vérification, bien sûr, que les 4 pneus marchent. Jusque-là, c'est clair. Maintenant, vous venez placer les 4 pneus à votre voiture et vous dites, oui, j'ai placé les 4 pneus à la voiture après avoir vérifié les pneus, mais je constate que la voiture ne marche pas. Quelle est la leçon de cette histoire? La leçon est la suivante. Vous savez très bien qu'on ne peut pas conclure sur le fait qu'une voiture marche en enlevant simplement les pneus et en allant vérifier les pneus, mais qu'il y a beaucoup d'autres éléments qu'on doit analyser pour s'assurer que la voiture marche. De même, je ne vais pas simplement m'assurer qu'au niveau moteur, la voiture marche et ne pas m'assurer peut-être que justement, il y a des soucis au niveau des freins, des patins ou au niveau donc des disques. Et après avoir donc vérifié que le moteur marche, je décide d'avancer et je passe la première vitesse si c'est une manuelle et la voiture n'avance pas. Et je dis, oh, cette histoire de voiture, eh bien, ça ne marche pas. Ça voudrait dire que je tire la conclusion qu'une chose ne marche pas simplement parce que j'en ai expérimenté une partie qui en fait est un élément composite d'un ensemble qu'on appelle un mécanisme. Je n'ai pas expérimenté le mécanisme, je n'ai expérimenté qu'un élément du mécanisme pris isolément et j'ai tiré la conclusion que, eh bien, l'ensemble ne marche pas. C'est ce que j'appelle faire preuve d'idiocisme. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne la pensée positive? La pensée positive, c'est comme les pneus. Ça fait partie d'un ensemble d'informations ou de dispositions, de dispositifs qu'il faut prendre en considération. Et donc, je ne veux pas prendre simplement les pneus, les analyser et conclure que, bon, j'ai réglé l'affaire des pneus, mais que la voiture ne marche pas. Mais je dois d'abord voir sur tous les éléments qui entrent dans la dynamique de la pensée positive. Est-ce que tous ces éléments sont pris en compte? Notamment, premièrement, la source de la pensée positive. Oui, vous ne le saviez pas. La pensée positive elle-même a une source. Si vous n'avez pas la source de la pensée positive, comment pourriez-vous dire la pensée positive ne marche pas? Si vous n'avez pas la source de la pensée positive, elle ne marchera pas pour vous. Vous essayerez d'avoir la pensée positive. Et le fait d'essayer d'avoir la pensée positive est déjà en soi un échec. Cela suppose donc que vous n'avez aucune source valide, valable, évidente qui vous permette d'être positive. Mais vous essayez contre vents et marées, malgré vous, d'être dans la pensée positive. C'est ce qui fausse les données chez les gens qui veulent nous dire, oui, je suis optimiste, mais j'ai essayé la pensée positive, mais la pensée positive est une information isolée d'un ensemble de dispositions préalables à la pensée positive, notamment la source de la pensée positive. Si vous ne l'avez pas,
il n'y a pas de pensée positive. Ça veut dire que ce que vous croyez faire et que vous appeliez pensée positive n'était pas de la pensée positive. C'était à la limite, susciter de l'encouragement. Vous essayez de vous encourager ou vous essayez de vous doper d'une manière extraordinaire pour dire, oui, je dois avoir la pensée positive et ça va avancer. Et quand vous le faites une fois et que ça semble aller, mais après, ça ne marche pas, et que vous le faites plusieurs fois, ça ne marche pas, vous dites, oh, cette histoire de pensée positive, je l'ai essayé pendant 2 ans, 3 ans, moi, je vous assure, ça n'a rien donné, que personne ne vienne me parler de pensée positive. Alors, excusez-moi, vous êtes un con. Ramenons la chose à la chose suivante. Vous savez, la pensée positive, lorsqu'elle est prise isolément, elle ne peut pas fonctionner et elle ne fonctionnera pas. Est-ce que vous savez que dans la majeure partie des cas, soyons honnêtes l'un avec l'autre, vous et moi, soyons honnêtes. Ça veut dire que vous êtes honnête avec vous-même et que je suis honnête avec moi et que nous sommes honnêtes les uns envers les autres. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Au moment où vous pratiquiez la pensée positive, vous ressentiez toujours les événements négatifs au fond de vous, comme par exemple la culpabilité, l'échec, ou peut-être la frustration, ou la colère, ou la jalousie, ou vous ressentiez quand même quelque chose de profondément négatif pendant que vous faisiez l'effort d'avoir la pensée positive. Cela veut dire simplement que vous avez adossé à votre pensée positive, d'accord? Je ne vais pas dire adossé, vous avez arrimé à votre pensée positive ou vous avez pris votre pensée positive à une mauvaise source. Et cette source, elle est profonde, elle est subconsciente et inconsciente. Elle continue d'alimenter votre tentative de pensée positive, mais vous n'arriverez jamais à la pensée positive. Parce que la source de la pensée positive, elle est corrompue. Elle est basée sur j'ai peur de réussir. J'ai peur, je vais échouer. Mais il faut que j'ai la pensée positive que ça va aller. Ça ne marchera pas. Parce que la source même de votre pensée positive demeure la peur. La source de votre pensée positive demeure la peur de réussir ou la peur de l'échec. Est-ce que vous comprenez? Ou la frustration, ou la culpabilité. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir, oui, j'ai la pensée positive, mais quelle est la source de ma pensée positive? Parce que, quoi qu'on dise, votre pensée positive doit se nourrir de quelque part. Et elle se nourrit d'où? Oui, Godson, c'est vrai, tu marques un point. Mais la pensée positive, elle se nourrit de la pensée positive? Ben non, elle ne peut pas se nourrir de la pensée positive. À un moment donné, elle va s'assécher. Elle doit avoir une source inépuisable par laquelle elle valide son existence. Car la plupart des gens qui sont dans la pensée positive vraie sont des gens qui ont une source à leur pensée positive. Pourquoi la pensée positive marche pour certains et ça ne marche pas pour d'autres? Est-ce que c'est la faute à la pensée positive? Autrement, si elle marche ailleurs, c'est que ça marche ailleurs. Mais pourquoi ça ne marche pas chez moi? Et quand vous posez la question de savoir quelle est la source nourricière de ma pensée positive et créative, même créatrice, et que vous découvrez qu'en fait, il n'y avait pas de source, ou que la source est corrompue, vous changez la source. Pour beaucoup de personnes, la source de leur pensée positive, c'est la désolation, c'est la désespérance, c'est le désespoir. Ce sont des gens qui sont désespérés et à qui on vient dire, ayez la pensée positive, et qui disent, oui, je vais essayer d'avoir la pensée positive, et qui font l'effort vraiment sincère d'être
positive dans leur pensée et dans leur mental, mais ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas. Parce qu'au fond du fond, la source à partir de laquelle ces personnes veulent avoir la pensée positive, la source, c'est la désespérance, c'est le désespoir, c'est un ensemble malencontreux de choses, d'énergie, de vibrations, de décadence énergétique et vibratoire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Je crois que maintenant, chacun, en m'écoutant, se pose la question de savoir, mais c'est vrai, quelle est la source de ma pensée positive? Maintenant, je vais vous expliquer ça clairement. Qu'est-ce qu'une pensée? Une pensée, c'est la prise par le mental d'une idée. Ça veut dire qu'il y a une idée que votre mental, votre système mental a prise en compte. On parle alors de la pensée. La pensée est la direction que le mental donne à une idée. Vous comprenez maintenant? D'accord. Mais qu'est-ce qu'une idée? Une idée, au-delà du mental, est une information. Mais une information que nous appellerons un champ de possibilités. C'est l'histoire du point qui est non mesurable que j'appelle souvent, et c'est moi qui ai donné ce concept-là pour la première fois, que j'ai appelé, que j'appelle toujours le champ de non-mesurabilité. Donc, une idée, avant d'être une pensée, provient du champ de non-mesurabilité. Et donc, une idée en soi n'a pas un problème. La pensée de cette idée peut poser un problème. Le sentiment de cette idée peut poser un problème. L'action de cette idée peut poser un problème. Mais une idée décorporée, démentalisée, une idée dans le champ de non-mesurabilité, c'est la vérité de l'idée. L'idée et la vérité de l'idée sont une seule et même chose. Une idée est vraie. Est-ce que vous voyez? Quelle qu'elle soit, aussi folle soit-elle, une idée est vraie. Parce que le fait même de la possibilité de l'existence de l'idée valide l'idée dans le champ de non-mesurabilité qui stipule que toutes les choses doivent forcément exister pour que le tout soit le tout. Donc, fondamentalement, une idée est toujours vraie tant qu'elle n'est pas le résultat d'une mentalité, car une mentalité produit également une idée. Mais je parle d'une idée hors de la mentalité, avant que l'idée ne soit saisie, ne fasse l'objet de saisine par le mental ou le cerveau, son alter ego. À partir du moment où on comprend qu'une idée, c'est une idée, et que cette idée, une fois qu'on l'a, on peut l'utiliser dans un système mental, alors l'idée devient pensée. Mais lorsque je prends une pensée et que je peux la penser à nouveau, on parle alors de réfléchir et de la réflexion. Donc, la réflexion, lorsqu'une pensée est pensée, lorsque je pense la pensée, eh bien, je fais de la réflexion. Les choses sont étapiquement tracées. Mais où est-ce que nous allons vraiment avec ça? C'est que pour qu'une idée produite convienne et devienne l'idée identitaire de la pensée positive, il faut que l'idée provienne de votre identité. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que vous faites, c'est-à-dire la pensée positive. Le plus important, ce n'est pas ce que vous avez, c'est-à-dire j'attends le résultat de la pensée positive ou pas. Le plus important, c'est ce que vous êtes. Et donc, à partir du moment où vous ne trouvez pas votre identité du moment, vous n'avez pas de source à laquelle associer votre pensée positive, c'est-à-dire votre idée mentalisée. Et donc, c'est votre identité qui est la clé de votre source. OK, calmez-vous, s'il vous plaît.
je suis un bon enseigneur. En fait, je l'espère. Prenons l'exemple le plus simple et le plus banal d'une personne qui ne sait pas qu'elle est un prince ou une princesse. C'est un homme ou une femme, en fait, de sang royal. Mais la personne elle-même l'ignore. Et donc, la personne fonctionne au sein de la cité comme toute personne ordinaire. Je ne dis pas que les personnes ordinaires ne valent pas grand-chose. Non, valent beaucoup de choses. Mais c'est un exemple pour montrer, disons, une réaction ou carrément une action de la conscience. Cette action de la conscience que j'appelle la conscienceité, c'est un mot que j'ai inventé moi-même, permettra de transformer l'individu, car dans la conscienceité se trouve l'éveil. La conscienceité, c'est quand la conscience prend conscience d'elle-même. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, voilà un individu qui est un prince de sang royal, qui déambule au sein d'une société où la royauté a encore sa loi, mais qui ignore qu'il est de sang royal. Admettons maintenant qu'il y a un dispositif, c'est une supposition scientifique, qui permet de détecter les sangs royaux. Voilà que cet individu, finalement, il va dans une clinique, c'est une imagination que je construis, pour aller faire un don de sang. Et pour la première fois de sa vie, à l'âge de 18 ans, il va donner de son sang et l'information scientifique analysant son sang fait ressortir que ce sang fait partie du sang royal. Admettons que dans cette société de mon imagination, le sang royal détecté eh bien, a une valeur inestimable parce que ces types de personnes doivent forcément faire l'objet d'une autre considération. Et donc, on détecte chez cet individu de 18 ans le sang royal et on lui dit, suivez-moi bien, monsieur, qui êtes-vous? Il dit, non, je suis de tel village, ma mère est ceci. Et donc, il ignorait même que sa mère n'était pas sa mère, qu'il a été adopté. On dit, non, votre sang, c'est du sang R, c'est du sang de Ré. Vous êtes du sang royal. Et on commence maintenant à faire des recherches et on finit donc par trouver la lignée de cet homme et on le reconnaît comme étant l'enfant d'un roi ou du roi siégeant au sein du royaume. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la conscience de cet individu qui se pensait ordinaire, je dis bien qui se pensait ordinaire, et qui du jour au lendemain va se penser extraordinaire? Où se trouve la différence? Eh bien, la différence se trouve dans la source. Or, la source, c'est son identité. Et donc, cet individu vient tout de suite, vient de prendre conscienceité, que non pas qu'il pense positivement, non pas qu'il a ou n'a pas, mais qu'il est un prince. Et parce qu'il est maintenant un prince, toute sa pensée, dont sa penséologie, va changer. Et naturellement, le mécanisme penséologique même va changer. Et naturellement, son comportement va changer. Donc, les gens ne changent et ne se transforment que dans ce que j'appelle les retrouvailles. Ce que j'appelle les retrouvailles, c'est la rencontre que l'individu va opérer avec son identité. Et donc, quand quelqu'un vous dit, oui, cette histoire de pensée positive, c'est de la connerie, dites-lui simplement, c'est toi qui es de la connerie, parce que la pensée positive est un élément isolé, comme les pneus d'une voiture, mais il y a un moteur, il y a une source à partir de laquelle, justement, eh bien, tout le mécanisme fonctionne.
Vous voulez avoir la pensée positive. Vous voyez le terme, avoir la pensée positive ou émettre la pensée positive, c'est la même chose. Vous voulez faire la pensée positive. On est dans le faire. Exécuter une information. La question est, qui êtes-vous pour engager la pensée positive? Oh oui, je ne suis rien, je suis un pauvre, je suis, je suis. Et donc, si je comprends bien, votre je suis n'est pas encore trouvé, mais c'est vous qui voulez faire l'expérience de la pensée positive. Bon Dieu! Vous voyez que j'ai raison de dire que c'est de l'idiotie. Lorsque vous avez des gens qui ne connaissent pas les choses, ne les fréquentez pas. Ce n'est pas parce qu'on dit, quelqu'un vous tient un langage en disant, oui, lorsque vous êtes avec votre patron et vous avez des relations difficiles et pour aider, ben, il faut avoir des pensées positives. On vous dit des choses comme ça et que vous avez eu les pensées positives envers votre patron pendant longtemps et pourtant, ça n'a rien changé. Donc, l'histoire de pensée positive, c'est de la connerie. Est-ce que vous vous entendez parler? Ça ne va pas chez vous? La pensée positive n'est pas une source. La pensée positive est une action. Et donc, il y a une source à partir de laquelle cette action est possible. Maintenant, si dans l'enseignement ou dans le partage ou dans le coaching, on n'a pas amené cette personne à aller vers la source, comment est-ce que cette personne peut-elle continuellement avoir de la pensée positive puisque la production doit venir forcément de quelque part. Bien, je vais m'arrêter à ce niveau pour ne pas faire longue cette vidéo. Les gens de Rafeza, on se retrouve le samedi à partir de 15 h dans le groupe de Rafeza pour faire une formation sur le charbon de bois et comment utiliser le charbon de bois en relation avec le drap sur lequel vous avez fait l'amour avec votre compagne ou compagnon. Comment utiliser ces deux informations pour renforcer justement votre vie de couple. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, après cette formation, nous allons entrer dans la formation sur les armures spirituelles du manager et exécuter ou parler du rituel de Horus l'Ancien. Nous avons déjà parlé du rituel de Isis, du rituel de Osiris. Maintenant, nous allons parler du rituel de Horus l'Ancien parce que les gens me réclament ça tout le temps. Et les groupes associés qui ont également ce type de rituel, eh bien, vous les aurez dans les différents groupes. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. S'il vous plaît, likez, partagez la vidéo, partagez énormément avec les gens et surtout, eh bien, naturellement, likez pour qu'on voit que vous aimez la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous à notre chaîne et vous allez en apprendre énormément. Et donc, ce que je viens de vous donner n'est qu'une parcelle de connaissances. Bientôt, je vais lancer la formation sur le développement personnel. Ce sera une formation en ligne. Nous allons l'exécuter avec 3 coachs dans différents domaines. Il y aura moi, il y aura 2 de mes collaborateurs certifiés en matière de développement personnel, interpersonnel, intrapersonnel et professionnel. Ce sera une formation de ouf. Vous serez donc avec 3 mentors en même temps dans une formation. Ce serait la première que vous allez réaliser. Ce serait une formation pour vous aider, vous accompagner à gérer la vie professionnelle. C'est là que vous verrez que tout ce que nous vous apprenons, eh bien, nous vous l'apprendrons de façon différente. C'est en cela que nous sommes un bon consultant en développement personnel pour ceux qui nous ont recrutés pour travailler avec eux, y compris les organisations internationales pour lesquelles nous avons travaillé. Et nous avons travaillé pour la BCAO, des structures nationales et internationales. Les gens ont fait parce qu'en réalité, nous ne disons pas, nous ne nous promenons pas en disant aux gens, pensez positivement et ayez confiance en vous. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le principe premier de la confiance en soi. Parce que vous utilisez beaucoup de concepts, mais vous ne maîtrisez pas
leur profondeur. Vous ne maîtrisez pas les 8 divinités principielles à l'intérieur de chaque principe premier. Vous ne maîtrisez pas comment entrer dans le principe premier d'un concept que vous... Parce que tout le monde dit, oui, il faut avoir confiance en soi. Aie confiance en toi, aie confiance en toi. Mais je vais vous poser la question. Comment avoir confiance en soi? On peut aussi poser la question, comment avoir confiance en soi? Comment être confiant en soi-même? Je dois trouver la confiance là où? À quoi est adossée la confiance en soi? Est-ce qu'on vous a déjà fait cette présentation de la confiance en soi? Parce que beaucoup de gens ont essayé d'avoir confiance en eux-mêmes, mais ils n'y sont pas arrivés. Est-ce que la démarche, la méthodologie, est-ce que ce n'est pas peut-être elle qui fausse la donne? En tout cas, je vous laisse cette réflexion, comme par exemple d'autres concepts. S'il vous plaît, si vous voulez être un homme de connaissance, arrêtez de surfer sur des spéculations, comme par exemple, oui, on a essayé la pensée positive, c'est des conneries. Non, posez-vous les bonnes questions. La pensée positive marche, mais pourquoi elle ne marche pas pour certains et marche pour les autres? Peut-être que inconsciemment, certains ont appliqué en tenant compte de son principe de la source, alors que les autres, eh bien, leur source n'était pas là ou était corrompue et n'ont pas pu le faire. Donc, le problème n'est pas la pensée positive. Le problème est de quelle source se nourrit la pensée positive. C'est l'élément le plus important. Et j'espère vous avoir apporté d'éclairage là-dessus. Paix à vous. Merci.